La République rend un ultime hommage à l'adjudant Oumar Traoré, chef de cabinet du président de la transition et 3 de ses compagnons. Ils ont péri mardi dernier lors d'une attaque terroriste dans la région de Nara. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi à la place d'armes de Kati, en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les défunts ont tous été élevés à titre posthume. Mohamed Diarra nous fera le compte-rendu au début de cette édition. Depuis ce matin, la couleur de la fête de Ramadan s'annonce déjà dans la capitale, un peu partout en ville. Des scènes d'abattage de bœufs se constatent, une pratique qui magnifie la cohésion des groupes constitués en tontine de bœufs pour Ramadan. Dans les reportages que vous allez suivre, Aboubacar Kanouté nous fera savoir que la cherté des animaux cette année n'a pas eu raison de la volonté des protagonistes qui veulent respecter cette tradition bien ancrée dans les agendas. Restons bien dans la mouvance du Ramadan avec le sujet de la chronique Un jour, une formule. Souri Ibrahima Keïta se penche ce jeudi soir sur l'aumône et le zakat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence et bienvenue aux informations. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Shawwal ou Selifitini Kalo a été aperçu ce jeudi 20 avril 2023 dans plusieurs localités du pays, notamment Tombouctou, Sikasso et Bankas. En conséquence, le mois lunaire Shawwal ou Selifitini Kalo débute au Mali le vendredi 21 avril 2023, jour consacré fête de l'Aïd el-Fitr sur toute l'étendue du territoire national. Et à la suite de ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du vendredi 21 avril 2023, fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ibrahima Djombele, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Traoré. Alors, vous êtes là pour la lecture du Conseil des ministres tenu aujourd'hui donc à Koulouba sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je vous laisse la parole. Merci, tout à fait. L'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne fête. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à vous également. Très bonne fête. Et nous revenons au Conseil des ministres et nous commencerons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité routière. L'Agence nationale de la sécurité routière est un établissement public à caractère administratif créé par l'ordonnance numéro 0903 PRM du 9 février 2009 avec pour mission de promouvoir et de renforcer la sécurité routière et de contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. Selon son organisation et ses modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 09040 PRM du 9 février 2009. Les actions menées par l'Agence nationale de la sécurité routière en collaboration avec les structures partenaires concernent la formation des acteurs, la sensibilisation des usagers de la route, le renforcement du contrôle routier, la promotion du port du casque et de la ceinture de sécurité, la gestion de la base des données des accidents de la circulation routière et la réalisation des audits et inspections de sécurité routière. Ces actions n'ont pas influencé la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière qui demeurent préoccupants en termes de pertes en vie humaine et de dégâts matériels. Le diagnostic de la sécurité routière établi en 2017 a révélé notamment les lacunes et insuffisances, aussi après les faiblesses dans la gestion de la base des données des statistiques des accidents, les difficultés de coordination des activités intersectorielles liées à l'absence d'une institution de coordination de haut niveau, la faible responsabilisation de l'organisme directeur de gestion de la sécurité routière,
Les déficits dans la planification, la conception et l'exploitation des réseaux routiers, dans le contrôle technique des véhicules, dans l'organisation des secours et la prise en charge des victimes d'accidents. Pour inverser cette tendance, la stratégie nationale de sécurité routière basée sur l'approche dite système sûr a été élaborée et permet de traiter le problème de façon intégrée conformément aux dispositions de la charte africaine sur la sécurité routière ratifiée par le Mali. L'adoption des présents projets de texte permet de corriger les insuffisances en apportant plus de précision aux attributions de l'Agence nationale de la sécurité routière et en redéfinissant son rôle de coordination des actions de sécurité routière conformément aux dispositions de la directive numéro 12/2009 CM-UMOA instituant un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les États membres. Au chapitre de communication, le Premier ministre, chef du gouvernement, a appelé les membres du gouvernement, les partis politiques, les associations désireux de participer à la vulgarisation du projet de constitution de ne vulgariser que le seul et unique projet issu des travaux de la commission de finalisation et validé par le président de la transition, chef de l'État. Il a invité les partis politiques et associations de veiller à préserver les contenus des dispositions originales du projet de constitution, de s'abstenir de toute tentative de modification du projet initial. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, Nyanya Aïdou Traoré, c'est tout pour le conseil d'aujourd'hui. Merci Ibrahima Djombele. Je vous dis à tantôt. Et Oui, je vous dis encore une fois, Sambé, Sambé. Merci. Je vais rester avec vous parce qu'on va lire un autre communiqué un peu plus tard. Oui, à tout à l'heure. La République rend un ultime hommage à l'adjudant Oumar Traoré, chef de cabinet du président de la transition, et 3 de ses compagnons de voyage. Ils ont péri mardi dernier lors d'une attaque terroriste dans la région de Nara. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi à la place d'armes de Kati en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous allons retrouver au cours de cette édition le reportage de Mohamed Diarra. Alors, nous avons donc des communiqués par rapport suite à l'attaque barbare perpétrée contre le convoi de la délégation des œuvres sociales du président de la transition. Des communiqués sont parvenus à notre rédaction. La haute autorité de la communication, HAC, et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont appris avec consternation l'attaque terroriste contre la délégation des œuvres sociales du président de la transition. La HAC et la CNDH condamnent avec la dernière rigueur cet acte ignoble et s'inclinent pieusement devant la mémoire des disparus. Suivons à présent le compte-rendu des obsèques cet après-midi à Kati sur la place d'armes en présence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un compte-rendu signé Mohamed Diarra. Elle, c'est la veuve et lui, l'orphelin de 4 ans. Ils ne verront plus leur mari et père. Ainsi en a voulu le Tout-Puissant. C'est ce qui reste de la famille de l'adjudant Omar Traoré Douglas pour les intimes, le désormais ancien chef de cabinet du président de la transition. Lui et 3 de ses compagnons ont perdu la vie ce mardi 18 avril entre Guiré et Nara dans une attaque terroriste. Les autres victimes sont le sergent-chef Mohamed Sangaré, agent de sécurité, Alassane Diallo, chauffeur, tous 2 agents de la présidence, et Moussa Touré, directeur général de Danaya Fourage. Ils étaient en mission de prospection des œuvres sociales du chef de l'État. Malheureusement, ils tombent les armes à la main à la fleur de l'âge. Le plus âgé a 31 ans. À la place d'armes de Kati, l'émotion et la tristesse étaient la chose la mieux partagée. Un fardeau lourd à supporter par les frères d'armes. Ils avancent le cœur serré. Instant chargé d'émotion, les martyrs sont décorés à titre posthume.
Adjudant Oumar Traoré, matricule 47800, chef de cabinet du président de la transition. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali. Sergent-chef Mohamed Sangaré, matricule 41363, agent de sécurité à la présidence. Monsieur Moussa Touré, directeur général d'Anaya Fourage. Monsieur Alassane Diallo, chauffeur à la présidence. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Et quand les mots ne peuvent plus dire ce que ressent le cœur, il y a des actes et surtout les regards qui expriment le ressenti. Difficile de témoigner, mais hélas. La disparition de nos chers collègues a profondément endeuillé la présidence de la République toute entière. L'institution a perdu des hommes exemplaires, les chefs de cabinet et un chef de cabinet éclairé et distingué, qui a quasiment en 2 ans fait le tour du Mali afin d'apporter la joie et le bonheur aux populations les plus démunies. Le regretté adjudant Oumar Traoré Douglas a été l'un des plus proches collaborateurs du président de la transition, pour ne pas dire son homme de confiance. Cela s'explique aussi par son caractère tempéré, son sens particulièrement élevé des responsabilités et du devoir bien accompli, sa grande sociabilité et sa courtoisie en toutes circonstances. En effet, le désormais ex-chef de cabinet du président de la transition, malgré son jeune âge, a énormément contribué à la réussite et au succès du programme des œuvres sociales. Il en était le coordinateur, le planificateur, le superviseur. Nous garderons de chacun d'eux l'image d'un collègue courageux, exemplaire, respecté et respectueux et admiré par leurs supérieurs. Au constat, ils sont partis, hélas, bien trop tôt, et leur disparition tragique nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses face à la mort. Cette mort tragique est certes difficile, mais le parcours professionnel de ces jeunes doit inspirer plus d'un et nous réconforter dans la lutte contre les forces du mal. Ces fiers patriotes sont tombés sous des balles perfides, sortis d'armes apatrides lors d'une lâche embuscade sur l'axe Guiré-Nara, en accomplissant leur devoir de patriote dans le cadre de l'accomplissement des œuvres sociales du président de la transition. Chacun de ces jeunes gens, tous, leur parcours civil ou militaire, ont toujours fait montre de qualité, de ténacité, de bravoure, d'altruisme. Aucun de ces jeunes chefs de famille, de fin, n'a jamais réchigné à la tâche. La perfidie qui caractérise ces hommes armés ne saurait venir à bout de la vaillance de notre force combattante. Ils ont rendu immortels ces jeunes gens qui deviennent des martyrs de cette nation et des exemples pour la jeunesse. Au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition,
chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil de l'ordre national et à mon nom propre, je présente en cette douloureuse occasion les condoléances les plus attristées de la nation malienne. Aux veuves, aux orphelins, aux familles proches et lointaines des défunts, à leurs compagnons d'armes et à leurs collaborateurs de tous les jours. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Des jeunes dont le destin a décidé du sort en cette veille de l'Aïd el-Fitr. Une pilule dure à avaler. Seule la foi permet d'y arriver. Et nous allons bien sûr revenir sur le parcours de ces jeunes Maliens décédés au service de la nation. Ça sera avec Tamsir Diabaté, Djelimaran Diabaté et Ibrahim Koulibaly. En 4e région, Markala Djamarabougou aura très bientôt son cimetière clôturé, un vœu des populations exaucé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour un coût de réalisation de plus de 21 millions de francs CFA. Le compte rendu de la cérémonie de la pose de la première pierre, c'est avec Fousseini Samake. Le cimetière de Markala Djamarabougou sera clôturé grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La pose de la première pierre de ce mur de clôture vient d'être effective à Markala. À l'annonce de cette nouvelle du président, j'ai pensé à un poisson d'avril, mais il a tenu promesse. Merci. Qui, en séjour ou de passage à Markala, n'a pas vu l'état de ce cimetière? C'est pour moi l'occasion de remercier vivement au nom du conseil communal de Markala, des autorités de Markala, de toutes les populations de Markala, le président de la transition pour cet acte humanitaire, religieux, qui n'est sûrement pas le premier à Markala. La construction du mur de clôture de ce cimetière vise à respecter l'intimité et la spiritualité selon les responsables religieux, musulmans et chrétiens, ainsi que les autorités régionales. Je tiens à remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour le financement de la construction du mur de clôture du cimetière de Markala pour un coût total de 21 658 140 francs CFA. Le mur s'étale sur une longueur de 825 mètres et une hauteur de 1,80 mètres. La cérémonie de la pose de la première pierre a pris fin par la bénédiction pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité au Mali. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience les responsables de Soukala et de Nsoukala, deux sociétés aux capitaux mixtes Chine-Mali. Ils étaient accompagnés d'investisseurs appartenant à la société Sinolight. Les échanges ont porté sur le développement de ces sociétés sucrières implantées au Mali. Voilà, c'était à la primature. Le Premier ministre qui reçoit donc en audience les responsables de Soukala et de Nsoukala. Au début de ce journal, on vous lisait le communiqué du ministère des Affaires religieuses concernant la fête de Ramadan. Oui, c'est bel et bien officiel. La fête de Ramadan, c'est bel et bien demain. Depuis ce matin, la population avait déjà pris le rythme. C'était perspective dans les marchés, dans la circulation et même dans les banques qui ont été prises d'assaut par les clients. Une scène de brouhaha racontée par Boubacar Pabli Touré. Après un mois d'abstinence, les fidèles musulmans s'apprêtent à fêter l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Les vêtements pour les membres de la famille, l'achat de bœuf pour le sacrifice, j'en oublie volontiers, sont entre autres dépenses auxquelles font face les chefs de famille. C'est ce qui explique cette affluence au niveau des banques de la place. Ici à la BNDA, tout comme à la BMS, à 10h, il y a du monde en salle d'attente et le tableau d'appel client affiche 900 déjà. L'affluence aujourd'hui, elle est vraiment grande.
Ça s'explique par 3 choses. C'est la période des salaires et des pensions. Et avant-hier, mardi, c'était une journée fériée et nous sommes à la veille de la fête de Ramadan. Donc c'est pourquoi les gens viennent en masse. Il y avait beaucoup de clients, mais les moyens étaient mis à la disposition des clients pour qu'il n'y ait pas de l'affluence et qu'il n'y ait pas de clients insatisfaits. Sinon, on a tout mis en œuvre. Vous voyez, la salle elle est semi quasiment presque vide. Si certains clients ont pu être servis à temps, d'autres doivent attendre encore. Je suis venu faire un retrait. Ça a été facile, je n'ai pas eu de problème. Pour nous, les personnes en situation de handicap, le plus souvent, il y a un guichet qui est réservé pour nous. Je suis venu faire mon retrait parce que notre pension est tombée. Je remercie le gouvernement. Je suis venu trouver, il y a assez de morts, mais je crois qu'il y a certains éléments qui se sont retirés. Idem au niveau de la BESIC Mali et de la BDM SA. Les finances débordent. On vit les dernières heures de la fête de Ramadan. L'affluence a commencé depuis lundi. Et malgré la situation du pays, la banque est toujours remplie du monde. Le client est payé par ordre d'arrivée en fonction du numéro de ticket. Par rapport à d'autres dispositions, de temps en temps, nous vérifions s'il n'y a pas de clients frustrés. Pour des situations comme ça, nous arrivons franchement à discuter avec les clients, de les faire patienter et faire en sorte que le temps d'attente soit vraiment court. Après les banques, direction au grand marché. Si l'engouement ne se fait pas sentir chez certains marchands, d'autres parviennent à tirer leur épingle du jeu, en témoigne cette ambiance. Si les clients se bousculent par endroits dans le marché, la circulation par contre présente une autre réalité. Sur le pont Fad, difficile même pour un motocycliste de se frayer un chemin, à plus forte raison une voiture. À midi, le trafic semble bloqué. Un peu plus loin, à la montée du pont des Martyrs, c'est encore des embouteillages. Les usagers avancent difficilement. À ce rythme, ceux-là qui ont des programmes de dernière minute risqueront de rater le rendez-vous. Toute cette course effrénée était due en partie, peut-être Boubacar Bablé Touré, à la quête de la part de bœuf de chacun. Nous vous l'avons dit hier soir, la fête est célébrée avec de la viande de bœuf. C'est elle qui ravit la vedette. Chaque chef de famille se fait obligation d'en ramener à la maison. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait grâce à la tontine de bœuf, organisée dans les services ou même dans les grains. En tout cas, ce matin, un peu partout en ville, des scènes d'abattage de bœuf se constataient. Dans le reportage qui va suivre, Boubacar Kanouté nous fera savoir que la cherté des animaux, cette année, n'a pas eu raison de la volonté des protagonistes qui veulent respecter cette tradition bien ancrée dans les agendas. Suivons ensemble. La Tontine est une association collective d'épargne qui réunit les épargnants pour investir en commun. La Tontine, qui est l'objet de notre sujet d'aujourd'hui, est celle de la viande. Une action sociale qui vise à maintenir les liens sociaux professionnels et renforcer la cohésion sociale entre les travailleurs. C'est ce que pense le directeur de la radio nationale de l'ORTM Dougoufana Traoré, qui, tout comme d'autres agents de Bozola, organise chaque année la tontine à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr pour avoir de la viande à bon prix. La tontine a plusieurs utilités. D'abord, ça resserre les liens professionnels entre nous, agents de l'ORTM. Ça resserre la confiance entre les agents. Et ça resserre la cohésion sociale, la cohésion entre tous les agents. C'est le même constat la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA qui respecte cette tradition de solidarité. Nous organisons la tontine pour permettre à tout le monde de fêter dans la communion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller acheter de la viande au marché. Donc ce genre d'initiative, c'est vraiment salutaire. Et ce sont des initiatives que les chefs doivent essayer vraiment d'appuyer pour le bien-être de notre société. Cette pratique mérite d'être sauvegardée jalousement car elle permet de fédérer les uns et les autres au sein de nos services respectifs, instaurer une confiance mutuelle. L'adhésion aux tontines étant volontaire, cette vieille pratique est une aubaine. Vous voyez quand même l'engouement autour de ça.
C'est une très bonne chose qui peut raffermir et réconforter la cohésion entre les travailleurs. Nous organisons depuis des années et nous enregistrons chaque année de nouvelles adhésions. Plus de 20 ans ensemble pour cette cause noble dont le but n'est pas seulement de se partager la viande, mais plutôt d'entretenir de bonnes relations entre les membres. Cette tontine, il y a plus de 20 ans. On a commencé à 9, on a actuellement 8. Chaque année, c'est le même truc. Nos femmes, et maintenant, on veut assurer nos relèves avec nos enfants. Et je trouve que c'est une très très bonne pratique. Une très bonne pratique. Ça facilite la cohésion, ça nous unit. Nous payons chaque année 2 bœufs. Chacun paye la somme de 45 000 francs CFA. C'est une bonne pratique à encourager. La tontine, ça permet de nous réunir davantage. Les tontines sont généralement organisées soit par des agents travaillant dans le même service, soit par des amis, des commerçants ou autres catégories socio-professionnelles. Le but de ces rassemblements consiste, pour certains, à resserrer les liens fraternels, pour d'autres, c'est un moyen d'amoindrir les dépenses à l'approche de la fête de l'Aïd el-Fitr. Vous venez de les apercevoir. Avoir son bœuf, c'est très bon, mais un bœuf bien abattu. Et dépecer, c'est une haute paire de manches. Et cette partie, on la laisse aux soins des experts du domaine qui sont largement sollicités. Les dépeceurs de Bamako ont vu leur cote de popularité quadrupler en cette veille de Ramadan. Du coup, l'un suivant l'autre, ce sont les poches qui s'y remplissent également. Ibrahim Kaoukanouté et Julie Traoré sont allés à la rencontre de ces jeunes dépeceurs qui ont surtout, il faut le préciser, l'amour du métier. À l'image de Amadou Ganame, boucher de son état, qui a commencé ce métier très jeune, à l'âge de 13 ans. Très tôt ce matin, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, ce jeune dépeceur très sollicité débute sa première intervention à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Dès lors, je ne fais que ce travail de boucher, car j'ai hérité de mon père. Actuellement, je suis le plus rapide de la famille. C'est une période où les dépeceurs se frottent les mains, compte tenu du volume du travail sur le terrain. On dépece un bœuf à 10 000 francs. En menant cette activité, nous avons pu payer une moto, un lot, et aussi nous nous sommes mariés avec cet argent. La période est propice, la veille de la fête, la période des mariages et autres. On est obligé d'être rapide pour gagner beaucoup d'argent. J'ai commencé ce matin à 6 h à Kalaban avec 2 bœufs. Actuellement, je suis à l'Assise des Milles pour 2 bœufs encore. Et ça continue jusqu'au matin. Comme tous les autres métiers, celui du dépeceur demande beaucoup de patience. Parmi ceux-ci, certains sont plus rapides que d'autres. Nous sommes à notre 6e bœuf depuis ce matin. Nous pouvons dire que ce travail est difficile, comme il n'est pas difficile aussi. Nous le faisons depuis à bas âge. Nous sommes déjà habitués. Il y a 3 manières de dépecer. Dépecer la peau sans la chair et dépecer la peau avec la chair. Tout le monde ne sait pas bien séparer la peau de la chair. Concernant les prix, ça varie de 5 000 à 20 000, selon la taille de l'animal. Certains clients reconnaissent la valeur de ce métier. Pour d'autres, les prix sont exorbitants. Si ce n'est pas l'événement de la fête, abattre un bœuf aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte moins de 10 000 francs. Mais aujourd'hui, les dépêcheurs là, qu'est-ce qu'ils font? C'est excessivement cher à mon point de vue. Parce qu'abattre un bœuf aujourd'hui, c'est plus que 10 000 francs, voire 15 000 francs, allez, des fois même jusqu'à 20 000 francs. Oui, ce métier doit être pérennisé et valorisé. Voilà. Donc transmettre aux jeunes générations le savoir-faire des anciens. Et vraiment, parce que imaginez-vous, s'il n'y a pas de dépeceurs maintenant, comment est-ce que nous allons faire? Non. Donc c'est un travail à valoriser. Notre champion du jour, Amadou Ganame, est aussi un humoriste. Maintenant, cette question, est-ce que c'est tout le monde qui mange de la viande de bœuf à la fête, le jour de la fête de Ramadan? Pas si sûr que c'est là. Suleiman Sidibé nous indique que ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui préfèrent la volaille au bœuf et ils sont même nombreux à prendre d'assaut les marchés à poulet de la capitale. Un choix qui s'explique d'ailleurs suivant l'air.
Tout comme le marché à bétail, les marchés des volailles de Bamako sont aussi un peu envahis par certains fidèles musulmans. Ils sont ceux qui préfèrent manger le poulet pendant la fête que la viande de bœuf. Fanta Djakite et Djeneba Djabi sont parmi ceux qui préfèrent la volaille. Je pense que la préférence ne se porte pas forcément pour une question de bœuf ou de mouton ou bien de poulet. Tout est une question de budget. Voilà. Il y a certains qui seront en mesure d'acheter du poulet, ils achèteront du poulet. Certains seront en mesure d'acheter des moutons, achèteront des moutons. Et ceux qui seront en mesure d'acheter un bœuf, achèteront un bœuf. Le plus important dans tout ça, c'est que tout le monde puisse passer un moment convivial en famille après la fête de Ramadan. Je suis venu acheter du poulet pour la fête du Ramadan. C'est une tradition chez nous. Chaque année, on se retrouve en famille, on prépare le poulet et le soir, on retourne avec son plat. Mariam Diarra, sénégalaise vivante au Mali, et Salmata Sissé sont deux autres qui préfèrent le poulet pendant la fête du Ramadan. Et pour cause. Parce que chez nous, au Sénégal, là-bas, on mange que des poulets à la fête. C'est à cause de ça que je suis venu acheter des poulets sénégalais. Je suis venu acheter du poulet pour la fête, car je suis malade, je ne mange pas de viande, raison pour laquelle je suis là. Malgré la difficulté de joindre les deux bouts pour certains acheteurs, les vendeurs se frottent bien les mains. Cette année, Dieu merci, le marché est bon. Vous voyez tout ça, ce sont les commandes des clients pour la fête. Cette année, vraiment, ça va. Nous avons beaucoup de commandes et les gens continuent à venir. Se frotter les mains, tel n'est pas le cas pour tous les vendeurs comme Bakary Traoré au marché de Amdalaï et Seydou Diallo du côté de Wolofobougou qui estiment que cette année n'est pas comme les autres. Les gens viennent acheter, mais cette année, le marché, ce n'est pas comme les autres années. Oui, c'est vrai, certains viennent acheter des poulets ici pour la fête. Mais cette année, le marché est morose. Vous voyez comment on est assis, pas de grandes activités. En somme, on peut dire sans risque de se tromper que la fête du Ramadan n'est pas uniquement que la viande de bœuf, mais aussi celle du poulet pour certains au regard de notre constat. Oui, Suleiman, un bon plat épicé avec sa viande de bœuf ou son plat de poulet, le tout s'accompagne d'une boisson bien fraîche. Ici, les marchés de la place sont inondés de toutes sortes de marques, en canettes comme en plastique. On en trouve partout et de toutes sortes de couleurs. Mais attention, nous disent les professionnels de la santé, ces boissons dites saisonnières pourraient représenter également de véritables dangers pour la santé humaine. Bokari Koulibaly pour les explications. Énergisante, gazeuse ou colorante, il est difficile de se frayer un chemin dans la capitale malienne sans tomber sur ces produits à variété de couleurs et de goûts. Le mois de Ramadan est le mois de grande consommation des boissons sucrées. Ici, les boissons que nous vendons sont des types 1 litre 20, 1 litre 50, etc. Elles ne marchent bien que pendant le Ramadan. Produite dans les unités locales ou importées, la vente de ces boissons est devenue une véritable aubaine pour les revendeurs. Il y a des jus de mangue et autres genres, mais nous ne connaissons pas vraiment leur composition. En tout cas, le marché est vraiment florissant en cette période. Les clients sont vraiment au rendez-vous, surtout en cette veille de la fête de Ramadan. Les choses vont bon train. Bien que prisés par une frange de la population, d'autres restent cependant sceptiques quant à la consommation de ces boissons dites saisonnières. Il est très facile de nos jours de fabriquer des étiquettes et de les coller à ces boissons. Beaucoup en consomment sans se soucier de leur danger, juste à cause du goût. Avec des compositions inconnues, ces jus contiendraient parfois des substances nocives selon les professionnels de la santé. Il faut savoir que c'est des boissons qui sont vraiment très riches en sucre et qui dépassent la quantité recommandée par l'OMS. Pour une personne, ça ne doit pas dépasser entre 25 à 30 grammes de sucre par jour. Et nous avons remarqué qu'il y a de ces boissons qui peuvent contenir jusqu'à 30-40 grammes de sucre.
On a une substance qu'on appelle la taurine, qui est vraiment présente dans beaucoup de boissons sucrées. Et on sait aujourd'hui que ces substances peuvent donner beaucoup de problèmes de santé publique, comme l'obésité, comme les problèmes de cancer et beaucoup d'autres problèmes. À côté de ça aussi, on a d'autres substances. Des fois, ils mettent ce qu'on appelle des stimulants, des boissons qui contiennent beaucoup de caféine. Et quand on prend en excès ces substances, ça peut aussi donner des problèmes nerveux, des problèmes cardiaques. Et une autre substance, on a encore ce qu'on appelle le ginseng, donc ce qui est un produit qui dérive des plantes, qu'ils mettent aussi dans ces boissons sucrées. Et on sait que ces produits aussi peuvent donner des problèmes cardiovasculaires et des problèmes d'hypertension artérielle. Consommer ces boissons avec modération ne fera pas de mal. La santé est un don de Dieu. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver, surtout en cette fête de l'Aïd el-Fitr. La fête de Ramadan, toujours, Bamako se vide de sa population. Les cars des compagnies de transport affichent complet. Beaucoup regagnent leur localité d'origine pour célébrer en famille. Les voyageurs que nous allons rencontrer font la queue depuis un moment dans les gares de transport. Cependant, méprenez-vous cette affluence. D'après Bemba Sibi, cache mal la vérité. L'affluence est en deçà des années précédentes. Ambiance dans les gares routières en cette veille d'Eid el-Fitr, car de nombreuses personnes veulent aller célébrer cette fête dans leur localité d'origine. La plupart des voyageurs ont déjà leur ticket, il ne reste qu'à enregistrer les bagages et procéder à l'appel. La cadence est soutenue, il est différent, car programmé affiche complet et le flux de voitures bouge plus vite que celui des passagers. La cour de la gare se vide rapidement et en attendant le prochain départ, les passagers s'installent comme ils peuvent. Beaucoup choisissent d'étaler une natte histoire de se détendre un peu. L'objectif de tout le monde est le même. Actuellement, moi je pars pour faire la fête à Sévaré. Pour moi c'est cette année. Parce que j'ai essayé d'aller, mais ça c'était une grande fête, la fête de la Tabaski. Chaque année, donc ça m'oblige de venir au Mali auprès de mes parents à Ségou, la fête de Ramadan. J'ai décidé de voyager parce que chaque année je fête à Ségou, à côté de ma maman. Voilà, elle est enseignante à Ségou, du coup, chaque année je pars fêter avec elle. Partir, et pour cela il faut s'y prendre tôt. C'est ce qu'a appris Adaman Dambélé qui pensait qu'il suffisait de venir tôt pour avoir une place dans le prochain car. Je suis venu depuis 3h du matin. 2 cars sont déjà partis et je n'ai pas pu avoir de place. Je dois aller à 100 pour fêter avec les parents. Le flux de passagers apparemment nombreux cache mal la réalité pour les transporteurs. L'affluence de cette année est moindre par rapport aux précédentes. Vous savez, chaque année, nous préparons en conséquence pour diligenter leur départ. Il n'y a pas trop d'affluence pendant la petite fête. C'est généralement pendant la grande fête, la fête de Tabaski, qu'il y a assez d'affluence. Les gens viennent et nous les évacuons par rapport à leur arrivée. C'est-à-dire on n'aime pas que les gens tardent trop dans la gare. L'affluence de cette année est loin de celle de l'année dernière. Ce sont les réalités du moment, donc on fait avec et essaie de répondre aux attentes des voyageurs. Cette année, vraiment, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas eu beaucoup de mouvements cette année. Bon, les autres années, on peut avoir le nombre de départs jusqu'à 30. Voilà, mais cette année, vous-même, vous voyez les mouvements, donc ça ne va pas. Dans tous les cas, les passagers qui se mobilisent pour la fête de Ramadan permettent à ces compagnies de se frotter les mains en attendant de nouvelles perspectives de forte demande. Restons bien dans la mouvance de Ramadan avec le sujet de la chronique Un jour, une formule. Sori Ibrahima Keïta se penche ce jeudi soir sur l'aumône et le zakat, le troisième pilier de l'islam, le zakat annuel obligatoire ou encore l'aumône légale. Vous êtes oppresseur ou opprimé, eh bien, peu importe, mais assistez vos frères et sœurs si vous êtes croyants. Parole du prophète de l'islam. C'est désormais décidé. Vous avez le devoir de donner de l'aumône et l'obligation d'offrir la zakat. Cela s'appelle un prêt à Allah.
Chaque mois de Ramadan, tu dois donner la zakat. Quant à l'aumône, ça c'est des actes de générosité dont il n'y a pas un moment déterminé et il n'y a pas un montant aussi de seuil imposable. C'est quelque chose que le musulman peut donner pour faire des actes de générosité. La zakat, c'est l'impôt imposable qui est le troisième pilier de l'islam et qui est une obligation sur les fortunes à un taux bien déterminé. Dans la plupart des religions, l'aumône est considéré comme une offrande à Dieu. Elle sert à libérer du péché celui qui l'offre et à compenser ses mauvaises actions de façon à ne pas souffrir des remords de conscience. Dans la religion musulmane, il existe ce qu'on appelle l'aumône obligatoire zakat, qui n'est pas un don délibéré, sadaka en arabe, mais un impôt qui dépend des moyens et des revenus que l'on paie chaque année directement aux personnes dans le besoin, aux personnes qui s'occupent de récolter la zakat et pour aider sur le sentier de Dieu, ou même à la famille, excepté des personnes qui sont à sa charge. La zakat, el-fitr, quant à elle, serait pour les jeunes ce que serait l'ascenseur pour les étages. La zakat, d'abord, permet à celui qui donne de purifier sa fortune, de lui donner la baraka, et ça permet à ceux qui reçoivent de lutter contre la pauvreté, de lutter contre la mendicité, de créer des emplois si c'est bien géré, un moyen de lutte contre la pauvreté. Et l'aumône aussi procure pour celui qui le donne la baraka et l'ouverture, et ça permet aussi de soulager celui qui reçoit. Sur la question, chacun sera jugé et récompensé à l'aune de ce qu'il aura investi et de sa foi. Cela par qui résiste à tous les appâts, à la fois incorruptible, implacable et clément, lance la plus solide telle qu'il s'est défini lui-même. Mais voilà, on a beau le dire tambour battant, l'âne ne saurait se transformer en cheval. Les maîtres de la parole ont trouvé la belle formule. La richesse matérielle vous sécurise contre l'endettement. Elle ne fera jamais de vous un être magnanime. Merci, Sori Ibrahima Keita. Je reviens à Ibrahima Djombili. Vous avez deux communiqués. Le premier est du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est par rapport à la célébration de Ramadan demain. Ibrahima. Absolument, le message du président de la transition à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. La fête de l'Aïd el-Fitr m'offre l'heureuse occasion de vous souhaiter mes voeux les meilleurs. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, accepter les prières et doigts formulés durant le mois béni de Ramadan. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane du Mali et du monde entier dans un Mali apaisé et réconcilié. Sambe Sambe, signé donc le président de la transition à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Et voilà, la fête, elle est là. L'actualité, elle aussi, elle est jamais très loin. C'est qui nous conduit à ces communiqués du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, ainsi libellés. Depuis quelques semaines, certains acteurs de la justice, magistrats et avocats s'adonnent à des sorties médiatiques intempestives, contraires à leur statut et jurant d'avec les règles élémentaires de déontologie, notamment l'obligation de réserve et le droit de retenue. Il importe de préciser que pour prévenir ces comportements déviants, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a pris la circulaire numéro 061 MJDH-SG en date du 3 février 2022 concernant les sorties médiatiques sur les réseaux sociaux et dans la presse
contraires aux principes d'éthique et de déontologie auxquels ils sont astreints, tels qu'ils résultent de la loi numéro 02-054 du 7 décembre 2002, modifiée portant statut de la magistrature. Il rappelait en outre dans la dite circulaire que le département prendrait toutes les dispositions nécessaires à travers l'inspection des services judiciaires et la direction nationale de l'administration de la justice afin que les contrevenants répondent de leurs actes. Aussi, donnant suite à ces prescriptions, il a procédé depuis octobre 2022 à l'avertissement à travers la Direction nationale de l'administration de la justice du magistrat Draman Diarra pour des sorties sur les ondes et souvent des médias ou réseaux sociaux en prenant position dans des procédures pendantes devant la juridiction, notamment celle concernant l'affaire Issa Kaoudjim. Malgré ces mises en garde, certains magistrats continuent à militer activement dans l'espace politique, s'abritant derrière un syndicat de magistrats, en l'occurrence la référence syndicale de magistrats et une association dénommée Association malienne des procureurs et poursuivants AMPP, participe aux activités politiques d'un groupement d'organisations fondamentalement politiques et porteurs de revendications de nature absolument politique appelé Appel du 20 février 2023. Ces magistrats, dont le comportement est à l'antipode de toutes les règles de déontologie qui gouvernent l'état du magistrat, ont même osé prendre la tête de ce groupement politique avec le poste de coordinateur général attribué au nommé Cheikh Mohamed Chérif Kone, président de la référence syndicale des magistrats. Il importe de signaler que la participation active des magistrats à ce groupement, même avec la couverture syndicale, n'est pas conforme à l'éthique et la déontologie de cette profession comme spécifié notamment par les articles 19-20 du Code de déontologie, 71 de la loi numéro 02-054 du 7 décembre 2002 portant statut de la magistrature. Compte tenu de la gravité de ces actes et des comportements mentionnés, le ministre de la Justice a instruit l'inspection des services judiciaires d'ouvrir des enquêtes sur les agissements de ces magistrats qui sont susceptibles de constituer des fautes professionnelles, disciplinaires ou pénale. Le 12 avril 2023, l'inspecteur en chef des services judiciaires a transmis à Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme le rapport élaboré sur les faits signalés. De l'exploitation du rapport, il ressort notamment que les personnes mises en cause ont refusé de répondre aux convocations qui leur avaient été adressées par l'inspecteur en chef des services judiciaire. Ces faits sont susceptibles de constituer le délit d'opposition à l'autorité légitime prévu et puni par les dispositions de l'article 84 du Code pénal. Relativement à la gestion des dossiers d'adhésion à des groupements politique, il a déjà procédé à l'avertissement du magistrat Mohamed Saïdou Sen, également membre de la référence syndicale des magistrats et de l'association malienne des procureurs et poursuivants AMPP. En outre, donnant suite aux faits constatés dans le rapport d'inspection, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme informe l'opinion qu'il a non seulement saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une enquête disciplinaire, mais aussi qu'il a ordonné au procureur général, près la Cour d'appel de Bamako, d'ouvrir une enquête judiciaire contre les six-nommés pour opposition à l'autorité légitime et toute autre infraction que les enquêtes feront découvrir. Il rappelle que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ne faillira dans sa mission de consolidation d'une justice crédible, respectable et respectée. Voilà, allez au travail. Merci beaucoup, Ibrahima Djombele. La suite donc de ce journal, pas de souveraineté politique sans souveraineté numérique. Conviction du secrétaire général de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Aruna Keita est l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Yaya Kounati. Les gens ont l'impression que derrière ces plateformes-là, il n'y a rien qui se passe. Les réseaux sociaux sont apparemment gratuits, mais en réalité, derrière cette gratuité, il y a une collecte massive de nos données. Tous les internautes qui sont sur les réseaux sociaux doivent savoir que leurs données
sont quotidiennement collectés et ils sont fichiers. Chaque individu a un profil qui est défini sur les réseaux sociaux et les vendent. Non seulement ils les utilisent eux-mêmes pour faire de la publicité ciblée, mais également ils vendent nos données personnelles à des partenaires qui sont inconnus de nous. Alors, donc il y a un déficit de transparence par rapport à ce qu'ils font de nos données. Donc des conséquences pour les intéressés, est-ce que ça peut avoir des conséquences aussi pour le pays? Naturellement, qui dit données personnelles dit souveraineté. La souveraineté numérique, là, nous tendons vers cette souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté politique actuellement sans souveraineté numérique. Donc c'est pourquoi nous avons voulu alerter pour demander à nos concitoyens d'être très vigilants, très regardants et très prudents sur ces réseaux sociaux particulièrement. Parce que là, vous conviendrez avec moi que sur TikTok, vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte personnel sur TikTok pour pouvoir naviguer là-dessus. Voilà, l'invité de la semaine à suivre après les informations météorologiques. Yaya Konaté reçoit Aruna Keita, le secrétaire général de l'APDP. Le Mali abrite depuis mercredi et ce jusqu'à samedi 22 avril le tournoi international de handball réservé aux juniors et aux cadettes de la zone 2 de l'Afrique. La compétition est dénommée Challenge Trophy U20 et U18. U20 U18. La cérémonie d'ouverture riche en ambiance avec la parade des délégations des pays présents. Le match d'ouverture a opposé le Mali à la Guinée-Conakry et où les nôtres ont été balayés par le score de 49-16. En première heure, le Cap-Vert a largement dominé la Guinée-Bissau, score 50-20 à la Traoré. Le Mali a gagné les paris de l'organisation du tournoi international de handball dénommé Challenge Trophy, une compétition réservée aux catégories juniors et cadettes. Ce tournoi constitue un facteur de renforcement des relations séculaires entre les peuples. Le président de la Fédération malienne de handball a réitéré son engagement pour la réussite du tournoi. En accueillant cette compétition, la Fédération malienne de handball a l'occasion de créer l'envie de la pratique du handball chez les jeunes filles et les garçons. Toute chose qui permettra au Mali de prendre sa place dans les concerts des nations. N'oublions pas qu'on a un jeune président qu'on va soutenir. La CAF va lui céder la main pour qu'il essaie d'être parmi les grandes nations du handball africain. Ce sport collectif est un moyen pour promouvoir le développement et l'épanouissement de la jeunesse africaine. Je voudrais aussi me réjouir du choix porté sur le Mali pour abriter ce tournoi. Ce choix est l'expression de la solidarité agissante des pays ici présents à l'endroit de notre cher pays. Le match d'ouverture a opposé le Mali à la Guinée-Conakry. Au finish, les Guinéennes ont dominé les Maliennes. Auparavant, le Cap-Vert a pris les meilleurs sur la Guinée-Bissau 50-20. Le tournoi se poursuit jusqu'au 22 avril. Voilà, ça se poursuit donc jusqu'au 22 avril, samedi. Alors, le point Covid de ce 20 avril 2023 sur 51 tests réalisés, 4 cas positifs, 2 guéris, 0 décès, 6 personnes sont sous traitement. Revenons sur les obsèques de l'adjudant Oumar Traoré qui a été élevé au grade d'officier de l'ordre national et ses 3 compagnons de voyage, sergent-chef Mohamed Sangaré, agent de sécurité, Hassan Diallo, chauffeur au bureau de gestion du parc auto-présidentiel et Moussa Touré, entrepreneur, opérateur de forage qui ont été faits chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Retour sur le parcours de ces jeunes Maliens décédés au service de la nation. C'est avec Tamsir Diabaté, Djelimaran Diabaté, Ibrahim Koulibaly. Si toute la vie d'un homme n'est qu'un voyage vers la mort, le dernier voyage de l'adjudant-chef de cabinet Oumar Traoré et ses compagnons est arrivé quand il revenait d'une mission humanitaire. Comme pour dire que personne ne sait quand, où et comment arrivera l'absolu, la mort.
En ce jour, nous voilà réunis par la volonté du Tout-Puissant pour accomplir un devoir certes honorable, mais aussi douloureux et difficile, qui est celui de retracer brièvement la carrière d'un compagnon d'âge. Jeune civil, passionné par le métier des armes, il fut admis au concours de recrutement direct à l'école des sous-officiers, session 2012. Adjudant Oumar Traoré, Douglas pour ses intimes est l'un des tireurs d'élite du bataillon spécial de lutte contre le terrorisme, un corps qu'il a intégré en 2014. De son intégration au bataillon en 2020, il a participé à plusieurs opérations, notamment celle de Maliba en 2014, Dambé en 2018 et Maliko en 2020. Le sous-officier Oumar Traoré, dans sa courte et riche carrière, a suivi plusieurs formations de qualification. Et parmi ces formations, l'on note celle de l'école des sous-officiers de Banankoro, l'initiation commando à Samanko, bref, la formation de stage commando avancé en Égypte. De par sa bravoure, son engagement et son intégrité, il fut nommé chef de cabinet du président de la transition en juillet 2021. Ainsi, en 2 ans, il a sillonné tout le Mali à la faveur des activités des œuvres sociales du président de la transition. Le sous-officier chef de cabinet au cours de son parcours fut décoré aux médailles commémoratives de campagne, médaille de mérite militaire, médaille de sauvetage à titre exceptionnel et aujourd'hui officier de l'ordre national à titre posthume à l'âge de 31 ans. Ainsi, la nation réaffirme les valeurs d'homme engagé pour la patrie en lui rendant ses derniers hommages, ainsi qu'à ses compagnons qui sont morts dans une embuscade entre Nara et Guiré. Extrême. Sergent-chef Mohamed Sangaré est incorporé comme engagé volontaire pour 5 ans en 2007. En 2010, il a eu la désignation au brevet parachutiste détaché à l'état-major particulier du président de la République en 2007. Il incarnait la discipline et le dévouement pour le métier des armes. Par son courage et son ardeur au travail, il a très vite eu des grades de caporal, sergent et sergent-chef le 1er avril 2023 quand il n'avait que 35 ans. Alassane Diallo Dikapi était chauffeur au bureau de gestion du parc automobile de la présidence. Il a pratiquement participé à toutes les missions dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Un chauffeur expérimenté, très discipliné et engagé. Il s'en va ainsi à l'âge de 28 ans. Moussa Touré, entrepreneur opérateur du forage, est à l'origine de l'installation des forages des œuvres sociales du président de la transition dans les différentes contrées du Mali. À 28 ans, il s'est fait distinguer par le travail bien fait et le sens élevé de l'entrepreneuriat. Après les derniers hommages de la nation, les 3 derniers ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national à titre posthume. L'imam de la mosquée du camp Sundiata de Kati a dirigé la prière mortuaire. L'infatigable Douglas et ses compagnons reposent désormais au cimetière de Kati. Qu'il repose en paix. Amen. C'est tout pour ce journal. En vous souhaitant une bonne fête de Ramadan, souhaitons que Dieu exauce nos vœux les plus ardents, protège le Mali et le bénit, et enfin que Dieu nous permette d'accomplir l'année prochaine dans la santé ce 4e pilier de l'islam dans un Mali en paix. Demain, 13h, Abdul Karim Kaba. La grande édition de 20h sera une présentation de Fousseini Tunkara. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de rédaction. Bonsoir à tous.